quand tu discutes un peu, tu te rends compte qu'ils regrettent vachement soit de pas avoir été présent pour leur enfant comme ils l'auraient voulu, soit de pas avoir eu un papa qui était présent pour eux quand ils étaient enfants. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la patrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. Mille merci, let's go. En 2024, être père n'a plus tout à fait la même signification qu'auparavant. On attend des pères évidemment aujourd'hui qu'ils partagent les tâches ménagères, qu'ils s'investissent dans le soin porté aux enfants et qu'ils prennent une partie de la charge médicale et éducationnelle à leur compte. Sauf que dans la réalité, il existe encore des écarts pour arriver au fameux 50-50, notamment à cause des différences de salaire dans les couples hétérosexuels. Si les rôles genrés ont encore un peu la peau dure, une petite minorité tente de faire bouger les lignes. Selon l'INSEE, 1,5% des pères n'ont pas d'activité professionnelle et se consacrent à l'éducation des enfants, contre 14% des femmes. Ce sont donc des pères au foyer. Samuel Clos, auteur du livre « Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie », vient apporter son regard sur cette paternité qui a bouleversé sa vie. Vous le connaissez peut-être via les réseaux sociaux, où Samuel s'efforce de casser les clichés autour de sa paternité, de son rôle au sein du foyer et de la masculinité. Dans l'épisode, Samuel raconte son parcours d'étudiant en médecine qui abandonne en 3e année pour s'occuper de son fils. Il n'a alors que 21 ans, mais est très à l'aise avec le fait de mettre sa vie pro en pause pour accompagner Gaspard les 3 premières années de sa vie. Samuel lève le voile sur une réalité encore peu connue, raconte ses difficultés et les réticences auxquelles il a été confronté. Et si être père au foyer devenait un choix assumé, une norme acceptée au sein de la société, pour ça, il faut des exemples et c'est ce que fait magnifiquement bien Samuel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Samuel. Salut. Alors, je t'interviewe après ta longue tournée médiatique. T'es pas trop fatigué, ça va? Non, ça va, là, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu, ça va. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que je vais attendre et faire quand il aura l'énergie pour aller parler de son livre, parce que j'imagine que ça rince un peu. Ouais, ça rince un petit peu. Bah, tu sais, là, j'ai vraiment passé 3 jours à Paris à faire que ça. Et au bout d'un moment, t'es un peu en mode robot. Donc là, ça fait une semaine, je suis rentré, je suis posé et tout. Donc c'est bon, je peux y aller. On peut en parler. Bon, déjà, j'aimerais que tu commences par nous raconter ce moment où tu es avec ta femme, Léa, et tu dis « Et si je devenais père au foyer ?» D'où ça vient? T'es jeune, parce qu'en fait, tu n'as pas mon âge, tu n'as pas 35 ans, tu as quasi 10 ans de moins que moi. Donc, comment, à quasi 21 ans, tu te dis « Je vais devenir père au foyer », c'est venu d'où? Bah, en fait, je me rappelle très bien parce qu'on était installés à table et tout. C'est vraiment, j'en ai un souvenir assez précis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi, j'étais en médecine et quand mon fils est né, j'étais encore en médecine. Je retapais ma 3e année
Et franchement, je me plaisais pas du tout, tu vois. Enfin, j'étais vraiment. Et donc, j'ai pris la décision d'abord d'arrêter médecine. Ça a été le premier truc dans ma tête, sans en parler à personne. Je me suis dit, ok, bon, tu vas arrêter médecine. De toute façon, sinon tu vas devenir zinzin. Donc, il vaut mieux que t'arrêtes un moment. Et à l'époque, Gaspard devait avoir quelques mois. Et on commençait à réfléchir à une méthode de garde parce que Léa, elle a pris 6 mois de pause de son entreprise et tout pour s'occuper de Gaspard à fond. Mais les 6 mois allaient finir à un moment et donc on se disait qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on lui trouve une assistante maternelle? Est-ce qu'on lui trouve une crèche? Et on était à table et je lui dis mais en fait on parlait de ça et je lui dis mais c'est quoi sinon ce qu'on peut faire c'est que moi je vais arrêter médecine parce que de toute façon ça me plaît pas et moi je peux rester à la maison avec lui, je peux m'en occuper. Et c'est vraiment comme ça venu sur le tour de la conversation. Et je me souviens, elle m'a regardé. Elle savait très bien que j'étais malheureux en médecine, mais comme elle m'a dit plus tard, elle m'a dit, je t'ai laissé le temps de prendre ta décision tout seul. J'avais pas envie de te dire, mais tu vois bien que t'es pas heureux là-dedans, non? Elle m'a laissé prendre ce temps-là. Et elle m'a dit, ok, vas-y, chaud. Et ça s'est vraiment passé comme ça en un repas. On s'est dit, bon, voilà, ça a réglé tous nos soucis, tu vois. Enfin, toutes les questions qu'on avait, en fait, ça les a réglées d'un coup. On s'est dit, ok, bon, plus besoin de chercher de crèche, plus besoin de chercher de la thune pour payer quelqu'un pour s'en occuper. En fait, je reste à la maison et ça nous va bien, quoi. Comment est-ce que tu as réussi simplement à outrepasser la construction sociale que tu as eue jusqu'à 21 ans? Je te connais aussi, tu as fait du rugby, tu as des frères, donc c'est pas du tout dans le mood de se dire je vais devenir père au foyer à 21 ans. Ma question, c'est vraiment comment tu t'es pas plutôt dit je vais faire d'autres études finalement, ou je vais aller chercher un taf et on va trouver quelqu'un pour garder Gaspard, et t'as orienté ton choix vers rester à la maison? En fait, je pense que il y a une chose qui fait que ce choix il a été facile pour moi aussi, il faut le dire parce que c'est vraiment un privilège, c'est le fait que grâce au travail de Léa en fait on pouvait vivre sans que moi j'apporte de thunes. Et ça c'est hyper important comme critère dans la décision que j'ai prise. Et après ce qui a été compliqué, c'est surtout de me dire, là, tu pars sur père au foyer. On savait pas trop combien de temps. On s'est dit, tant que ça marche, on y va. Mais derrière, t'as aucune formation, t'as rien. En plus, je me suis arrêté à genre 20 points du niveau licence. Donc vraiment, j'ai rien. J'ai le bac, techniquement. Donc pour moi, qui suis dans une famille plutôt d'universitaires, de gens qui aiment bien les études longues et tout, c'était chaud. C'était vraiment chaud de me dire, ok, bon, tu vas entamer vraiment un nouveau truc. Mais après, j'ai rencontré Léa à 15 ans et Léa, elle est issue d'un milieu entrepreneurial et elle a monté sa boîte à 16 ans. Et donc, j'avais aussi ce modèle-là, tu vois, dans ma vie, qui faisait que je me suis dit, ok, c'est possible aussi de fonctionner autrement. On n'est pas toujours obligé de faire le schéma, études longues, boulot, CDI et vivre sur le salaire de mon CDI toute ma vie. Je peux m'aventurer ailleurs aussi. Ça, c'est aussi grâce à Léa. Et puis, c'est vrai que le côté, tu sais, le mec qui doit aller bosser, le mec qui doit faire des études pour toute sa famille, ça a été compliqué. Parce que même si ma famille c'est pas trop des gros machistes et tout, j'ai que des mecs autour de moi dans ma vie depuis que je suis né. Il y a que ma maman, la pauvre, qui est toute seule. Et voilà, c'est difficile de dire à tes frères et tout, non mais là en fait je vais m'occuper de mon bébé pendant le temps que ça prendra, parce que c'est pas hyper viril comme décision, en tout cas, enfin aux yeux de ce que les gens estiment être viril aujourd'hui, tu vois. C'est une décision qui paraît plus féminine que masculine, et pour le coup au départ ça a été un peu compliqué. Et après, petit à petit, en expérimentant, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, ça a rien de féminin, enfin, tout le monde peut le faire. Et c'est là où moi, j'ai commencé à cheminer aussi, tu vois, sur mon rapport à tout ça. Et ça a été hyper enrichissant. Qu'est-ce que tu as répondu aux gens qui te disaient, mais qu'est-ce que tu fais? En gros, c'est pas le rôle d'un homme de rester à s'occuper de son bébé. Je pense que la première réaction, c'était vraiment de dire, mais moi, je fais ce que je veux, je vous emmerde, enfin un truc un peu en bloc total, quoi, de dire non, mais en fait, j'ai pas envie de discuter de ça, je fais ma vie, laissez-moi tranquille. Puis après, j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi les gens me disaient ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, en fait, les gens, ils parlaient de leurs propres craintes, en fait. Et ça, c'est un vrai truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand les gens ils me disent ouais, c'est pas le rôle d'un mec et tout ça, souvent c'est des mecs. Et souvent, ces mecs-là, quand tu discutes un peu, tu te rends compte qu'ils regrettent vachement soit de pas avoir été présent pour leur enfant comme ils l'auraient voulu, soit de pas avoir eu un papa qui était présent pour eux quand ils étaient enfants. Et ça, en fait, ils disent beaucoup ça, plus que me critiquer moi sur mon choix. Et donc, je leur dis, mais tiens, moi, je comprends que ce soit difficile de se dire, là, je vois un homme qui prend soin de son enfant, qui reste longtemps avec lui et tout, et de se dire, moi, j'ai pas eu ça, ou moi, j'ai pas fait ça, et de le regretter. Après, la vie fait qu'on peut pas tous être père au foyer pendant des années, mais par contre, on peut tous avoir une différente posture avec son enfant en tant que mec. Et ça, c'est vrai que plus j'en discute avec les gens, plus je me rends compte que il y a un vrai regret chez les mecs de pas s'être autorisé ça.
Et puis de pas avoir la chance de vivre dans un pays où on encourage ça aussi, quoi. Ce statut de père au foyer, tu le revendiques. Alors, on va en parler après. Aujourd'hui, tu as un statut un peu plus hybride. Mais en tout cas, sur les 3 premières années de la vie de ton fils Gaspard, tu as été père au foyer à 100%. C'était devenu une fierté, c'était devenu quelque chose un militantisme, comme tu l'expliques dans le livre. Comment tu l'as vécu? Ouais, alors les premiers moments, quand on me disait mais tu fais quoi du coup dans la vie, que j'étais au parc avec mon fils, je disais bah je fais pas grand chose, je fais des trucs à droite à gauche, j'osais pas trop. Puis au bout d'un moment, je me suis dit vas-y, je vais le dire à chaque fois. Et en fait, j'aimais bien voir la réaction des gens, voir les yeux des gens quand je leur disais en fait je suis père au foyer. Je m'occupe 100% de mon fils. Et franchement, au début, j'avais un peu honte, honnêtement, hein, j'avais honte parce que j'étais encore dans ce truc où c'était pas ma place et j'avais l'impression d'usurper un petit peu un truc qui était pas, que je m'étais approprié sans avoir le droit de le faire. Mais petit à petit, vraiment, je me suis dit, ok, bah vas-y, fonce. Et puis en fait, j'aime bien aussi provoquer un peu. Donc souvent, les petites vieilles au marché ou quoi, qui me voyaient avec mon fils en porte-bébé et tout, je leur disais, moi, je suis père au foyer. En fait, ça fait 2 ans, je suis à 100% avec lui, je travaille pas, je gagne 0 €. Enfin, j'aimais bien aller à fond dans le truc. Et puis, en fait, c'était important pour moi parce que j'avais vraiment envie de, moi, trouver ma place. Et par le fait de dire je suis père au foyer, ça me rassurait dans ce choix-là aussi. Et puis, même s'il y avait des réactions des fois un peu cheloues, la plupart des gens, ils étaient hyper bienveillants, quoi. Ils étaient hyper positifs. Donc, ça m'a permis de me rassurer aussi, de me dire, OK, bon, bah, ça va. Ça a l'air de rouler, pour les autres aussi. Et puis, voilà. Puis, c'est vrai que c'est un militantisme parce que j'avais aussi envie, et c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux aussi, de faire exister cette figure-là, que je trouvais qui était assez rare, en fait, que ce soit dans la culture, dans les médias, des mecs qui prennent le temps pour leur enfant. De base, c'est pas hyper représenté. Donc j'avais aussi envie de faire exister cette réalité-là, quoi. Alors, quand tu as 21 ans, donc tu prends cette grande décision d'abandonner tes études, de devenir père au foyer, et tu expliques ton cheminement, c'est qu'au final, ça enclenche aussi beaucoup de déconstruction de ton éducation. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est imbriqué avec le fait de vouloir proposer une éducation que tu appelles positive et qu'on peut appeler bienveillante, respectueuse, enfin peu importe, il y a plein de termes, mais qui est le cœur aussi de ton livre et de ce que tu partages sur les réseaux sociaux? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, vraiment, je m'étais dit, bah, je vais éduquer mon fils comme moi j'ai été éduqué, ça ira très bien, genre, je vais bien, je suis bien dans ma tête, ça va, quoi. Et puis, petit à petit, c'est Léa qui a, de base, été un peu plus informée là-dessus, parce qu'elle a toujours été sensible à la façon dont on traite les enfants. Et elle m'a dit, bah, viens, on en parle 2 minutes quand même, on réfléchit, il y a peut-être des trucs à faire et tout. On est tombé sur 2, 3 documentaires, sur des trucs hyper intéressants dont je parle justement dans le livre. Et puis, je me suis rendu compte, ok, bon, vraiment, en fait, ce que j'ai vécu moi, c'était loin d'être de la maltraitance, hein, pour être tout à fait honnête. Mes parents, ils ont été pleins d'amour et plein de bienveillance. Pourtant, Dieu sait que ça a été difficile pour eux. Mais franchement, c'était pas non plus la grande bienveillance et voilà, c'était plus on file droit et on a un peu peur de se faire engueuler dès qu'on fait un truc et voilà, on est content de ramener des bonnes notes et puis si c'est pas des bonnes notes, on se fait engueuler, quoi. Voilà, en gros, c'était ça. Et puis je me suis dit OK, bon, pourquoi on ferait autrement? Donc je me suis vraiment renseigné pour essayer parce que je suis assez cartésien, pour essayer de me dire, ok, c'est la science qui dit que c'est mieux de faire comme ça. Moi, j'avais vraiment besoin de ça. Léa, elle était beaucoup plus dans l'instinctif. Ça lui paraissait logique de pas laisser pleurer un enfant des heures dans son lit, de pas crier sur son enfant toute la journée. Bien sûr, évidemment, de pas lui taper. Bon, ça, de pas lui taper dessus, on était complètement d'accord, ça, évidemment. Mais moi, j'avais vraiment besoin de preuves scientifiques. J'avais vraiment besoin de me dire, ok, c'est prouvé, c'est sûr, c'est certain, de voir des modèles ailleurs où ça se faisait déjà. Et donc, ça a été un peu plus long pour moi. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, bon, on va faire ça, c'est sûr. Et je vais l'embrasser à fond, quoi. Je vais vraiment me donner à fond là-dedans. Quitte à ce que des fois, je sois un peu dans l'excès et que je revienne sur mes positions, tu vois, sur certains sujets très précis où je me suis dit, ok, bon, faut peut-être pas non plus déconner. Il y a des choses qui vont, enfin, je vais pas me fouetter tous les jours parce que j'ai dit à Gaspard, bon, là, écoute, j'en ai marre, arrête, s'il te plaît, parce que ça me gonfle. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs où j'ai modulé. Mais par contre, ça a entraîné le fait que je me dise, ok, s'il faut que je prenne soin de mon enfant et que je l'aime de cette manière-là, il va falloir déjà que j'apprenne à le faire pour moi. Et ça, j'en suis encore en plein dedans, pour être tout à fait honnête, parce que je pense que c'est un truc que t'arrêtes jamais de le faire. Mais d'apprendre à s'aimer, d'apprendre aussi à avoir un regard sur la façon dont tu as été éduqué, la façon dont tu t'es construit et bah des choses que tu peux déconstruire aussi. Pour moi, c'est assez sain de parler de déconstruction, quoi. D'autant plus pour les mecs parce que, comme tu disais, tu vois, moi j'ai fait du rugby toute ma vie. J'ai 3 frères, le papa entraîneur de rugby, président de club de rugby. Enfin, la masculinité a été très présente dans ma vie et la masculinité toxique aussi.
Donc j'ai eu beaucoup de choses enfin voilà, moi chanter des chansons paillardes à 8 ans dans le bus du rugby, je trouvais ça tout à fait normal. Puis maintenant si j'apprenais qu'on avait chanté des chansons paillardes dans le bus avec mon fils qui a bientôt 8 ans, tu vois, enfin dans un an et demi, je deviendrais fou, tu vois. Parce qu'il y a des trucs que je pense qui devraient disparaître en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui devraient évoluer. Et moi personnellement en tout cas, ça a été vraiment le fait de me poser la question comment prendre soin de mon fils, comment l'éduquer différemment, surtout que c'est un garçon lui aussi. Ça m'a demandé aussi à moi de me dire bah vas-y, réfléchis à toi ta posture, à toi comment tu parles, à toi comment tu agis quoi. Se déconstruire quand on a 21 ans et qu'on devient père, est-ce que c'est si simple? Il t'a fallu de l'aide? Comment est-ce que tu as enclenché la démarche? Est-ce que c'est Léa? Comment est-ce que tu as vécu ce changement de paradigme autour de ce que tu pensais être la normalité? Bah, en fait, quand je parle de la déconstruction, je dis souvent c'était vraiment plein de petites choses. C'était vraiment pas un jour où je me suis assis, j'ai pris un cahier, j'ai dit allez comment me déconstruire numéro un machin. C'est vraiment pas ça quoi. Sur ça, bah Léa évidemment, elle m'a toujours épaulé, elle a toujours été un soutien pour moi, mais j'ai essayé de pas lui faire subir le poids d'encore une fois la charge mentale en plus pour les femmes d'éduquer leurs mecs. Enfin pour moi à un moment il faut aussi se prendre en main quoi. Et donc c'est plein de petits trucs. Donc il y a le rapport au corps, ce qu'on peut appeler la virilité. Moi, j'ai très vite compris que j'allais jamais être un gros bodybuilder et tu vois avoir une grosse beubare comme ça, tous les trucs. Je me suis dit ok bon, accepte que les corps soient tous différents, qu'il n'y ait pas de canon de beauté pour les mecs et que ce soit pas la virilité à tout prix par les muscles. Ça a été une étape. D'autant plus quand tu fais du rugby encore une fois, même si le rugby m'a apporté un petit peu d'autodérision quand même, il faut le dire, parce que ça vanne beaucoup et que des fois ça fait du bien aussi. C'est plein de petits trucs, mon rapport à la sexualité, mon rapport, enfin ça, il y a plein de petites choses où je me suis dit ah ok bah peut-être tu peux penser autrement. J'ai appris aussi, tu vois, j'ai appris en discutant avec Léa, j'ai appris, il y a plein de choses que je m'étais jamais demandé, le consentement. Enfin, moi, évidemment, j'ai toujours eu l'impression de savoir ce que c'était le consentement, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, à 17 ans, moi j'ai connu Léa à 15 ans, on a toujours été ensemble, donc c'est un peu différent. J'ai jamais eu cette vie un peu à faire des soirées, machin. Mais par contre, pour moi, ça paraissait à peu près ok que quand t'es bourré, tu peux faire l'amour et c'est ok quoi. Alors qu'en fait, bah il y a des questions de consentement et du fait d'être éclairé ou pas que j'avais jamais réfléchi avant. Il y a en fait, c'est plein de petites marches comme ça. Je me dis ah ouais ok. Et puis après, quand t'es avec un petit garçon toute la journée, tu te dis ah bon ok donc en fait bah par exemple il y a des chansons, il y a des dessins animés, il y a des livres que moi je lisais, que je regardais quand j'étais petit, en fait qui t'apprennent que le mec ça doit être le gros bagarreur qui écoute jamais ce qu'on lui dit et que la fille en gros c'est celle qui lit les bouquins et qui aide le mec quand il est sympa et puis qu'à la fin elle va finir par lui faire un petit bisou parce que bon quand même il faudrait pas qu'elle soit trop l'héroïne de l'histoire quoi. C'est vraiment plein de petits moments de réalisation. Et après, le plus difficile, c'est de le mettre en pratique dans ma vie. Parce qu'en fait, il y a plein de réflexes. Il y a des choses, c'est de l'ordre du réflexe. Moi, je sais que aujourd'hui, je suis hyper au fait de ce que ça représente pour une victime, par exemple, d'agression, de prendre la parole et de se mettre dans cette position hyper difficile. À l'époque, quand j'étais jeune, j'étais vraiment en mode relou, quoi. Ça va, tu sais, c'est les réflexions qu'on entend en mode oui bon ça va, elle a peut-être cherché. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont de l'ordre du réflexe chez les mecs, je pense, parce qu'ils ont jamais appris autrement. Tu te dis mais putain mais t'es vraiment bête en fait. Enfin tu ne connais pas. Et donc moi encore une fois c'est passé par beaucoup de lectures, beaucoup de livres, beaucoup de trucs pour essayer d'emmagasiner de la connaissance parce que je pense que sans connaissance tu peux parler des heures mais tu vas jamais au fond des choses et surtout tu te remets pas en question toi-même quoi. Le fait d'avoir eu un petit garçon, ça a changé aussi ce que tu voulais amener en tant que parent dans l'éducation. Ça t'a fait repenser des choses. Tu le dis dans le livre, t'as peur d'en faire un violeur. C'est des mots forts, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Ben, clairement. D'avoir ça, le petit garçon, ça a été un petit déclic aussi? Ben, c'est une des premières choses que je me suis dit quand on a su que c'était un garçon. Et je me rappelle parce que je l'ai dit à Léa, je lui ai dit putain j'espère qu'un jour ce sera pas un gros violeur quoi. Et c'est horrible à dire parce que c'est pas sain dans une société que la première chose à laquelle tu penses quand t'as un garçon c'est ça, mais en même temps statistiquement c'est ça qui se passe. Donc tu vois moi j'entends souvent et ça c'est pareil, c'est un truc quand t'es jeune, quand t'es entre mecs, quand t'es au rugby, t'entends souvent oh, moi si j'ai une fille elle reste dans un château jusqu'à ses 20 ans, elle bougera pas machin. Mais en fait ce que tu veux dire par là c'est que tu sais très bien que les mecs sont des violeurs en fait. Et donc tu sais, parce que t'en fais partie, tu participes à ça, à une échelle plus ou moindre, mais tu participes à ce schéma-là de culture du viol et du patriarcat. Et donc en fait,
C'est ce qu'on voit souvent. C'est pas en fait protéger vos fils, c'est éduquer vos fils différemment. Et moi, ça a été mon cheval de bataille du moment où j'ai su que c'était un garçon. Alors des fois, je suis genre plus que relou avec lui parce que j'ai vraiment peur de ça. C'est une vraie peur et j'ai beaucoup plus peur de ça que il se fasse mal en allant courir dans la garrigue, qu'il se casse une jambe à l'école ou qu'il se bagarre avec quelqu'un, ou enfin qu'il ait pas de boulot plus tard. Je m'en fous. Mais par contre, ça, c'est un sujet hyper important pour moi et c'est pour ça que je suis hyper relou sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on lit, sur voilà. Enfin, et puis moi, ça me demande de me remettre en question aussi parce que je suis pas parfait et il y a encore plein de trucs aujourd'hui où je dois moduler ma posture parce que je me rends compte que c'est des postures qui sont encore vachement patriarcales, quoi. Quand tu deviens père au foyer, du coup, donc les 3 premières années à 100% de Gaspard, est-ce que il y a des moments où tu dis mais pourquoi j'ai pris cette décision? Est-ce que ça te manque le contact aussi avec des adultes? Parce que c'est long, 3 ans. On a tous expérimenté une journée avec un enfant, ou un bébé en tout cas, ça peut paraître difficile parfois. Comment t'as vécu ces 3 années? Ça a été long sur la fin, honnêtement. Je pense qu'il y a eu un moment où mentalement je me suis un peu épuisé. Et un des trucs difficiles, c'est quand même l'isolement social. Parce que un enfant, ça reste un enfant, donc ça t'apporte plein d'amour et tout, mais tu peux pas compter sur ton enfant pour te satisfaire tous tes besoins, et particulièrement le besoin de lien social. Et d'autant plus que moi, je l'ai eu très jeune, par rapport à la moyenne en tout cas. Et du coup, même si on sortait, qu'on avait un groupe de parents qui étaient avec leur enfant, et donc je voyais d'autres parents, déjà généralement il y a une bonne dizaine d'années d'écart. Donc même si moi j'adore et c'est très cool, on n'est pas de la même génération, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes références et du coup des fois tu te sens un peu isolé. Et puis en plus de ça, c'est que par le biais de ton enfant, quoi. Tu te connais que par le biais des enfants, donc en fait quand tu te vois, t'es toujours avec les enfants et donc c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit bon vas-y, je vais reprendre le rugby pour avoir un peu des copains et tout. Puis après je me suis dit ah ouais, en fait non, maintenant je suis un peu trop éloigné mentalement de ce que ça représente le rugby dans un petit village pour moi, donc ça va être trop difficile. Je vais pas passer mon temps à avoir des débats politiques et philosophiques avec les gens à l'entraînement, ça va les faire chier, puis moi aussi. Donc c'est difficile parce que moi j'ai l'impression d'avoir évolué un peu différemment des jeunes de mon âge. Et donc c'est difficile de trouver justement des potes, des gens, machin. Et puis petit à petit, ça se fait quand même parce que c'est un vrai effort, mais tu t'en sors. Mais c'est vrai que quand tu passes du réveil au coucher avec un enfant, d'autant plus un enfant qui parle pas beaucoup au départ et voilà, qui demande beaucoup d'énergie, à la fin de la journée, t'as pas forcément envie d'aller boire un verre avec tes anciens copains de la fac en ville, machin, parce que t'habites dans un petit village, t'es loin, enfin voilà, il y a plein de choses qui t'isolent quand tu deviens parent, et c'est pour moi une des clés de l'épanouissement perso. Quand tu deviens parent, c'est de garder un peu si le besoin s'en fait ressentir, de garder cette fenêtre là, parce que sinon c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. Tu parles de burn-out parental à la fin de ces 3 années. Comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que tu arrives à ce déséquilibre? Parce que c'est un déséquilibre, le burn-out. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, comme je te dis, je me suis épuisé petit à petit, en fait, parce que j'ai donné énormément à Gaspard, et tu vois, au foyer, à la famille, à la maison, tout ça, et j'ai pas trouvé assez de ressources pour équilibrer. Donc, en fait, j'ai dépensé, et au bout d'un moment, en fait, j'avais plus rien, j'avais plus d'énergie. Donc, ça se matérialise petit à petit. En fait, c'est assez insidieux. Mais tu sais, tu te lèves le matin, t'as vraiment la flemme, t'as pas envie. À la base, les 2 ans et demi de début, franchement, on faisait des activités tous les jours, on sortait tous les jours. Au bout de 2 ans et demi, j'étais un peu en mode bon, vas-y, on va rester à la maison. J'ai la flemme de bouger, j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme de t'amener au parc. Et tu sens, en fait, tu t'en veux en plus, donc tu rentres dans une spirale négative où vraiment il y a rien qui te sort de ça, et tu t'en veux, et tu sens que avec ton fils c'est plus difficile parce que t'es moins patient, t'es plus fatigué, donc et il y a vraiment un engrenage qui se met en place, et au bout d'un moment ça capote, quoi. Et moi à la base je m'étais dit on va faire l'instruction en famille et on va rester à la maison le plus longtemps possible, et en fait au bout de 2 ans et demi j'ai dit à Léa, en fait je vais pas y arriver. Et je sens que si je fais ça, je vais devenir pas cool avec Gaspard, ni avec toi, et je pense qu'on va tous en pâtir. Donc il faut qu'on trouve une autre solution, et c'est pour ça qu'on s'est dit vas-y, on va trouver une école, c'est ok. Et puis Léa, elle a été vachement compréhensive parce que elle voyait bien que petit à petit quand même, je me sentais de moins en moins à l'aise dans ce quotidien-là.
Et c'est ce qu'on s'était dit de base. On s'était dit, on le fera tant que ça marche pour tout le monde. À un moment, ça a commencé à être un peu plus difficile. J'ai dit, bon, on va arrêter avant que ça marche plus du tout. Et là, on a cherché une école. Et là, ça a été un nouveau souffle pour moi aussi de me dire, OK, j'ai le droit de dire que j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est encore un truc que les mecs ont. C'est une phrase que je pense les mecs mettent à peu près 20, 25, 30 ans à dire quand ils y arrivent. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de faire autre chose. Et là, j'ai pu retrouver du positif. Mais il y a eu un moment où c'était compliqué, ouais. Il y a une question qui est centrale quand on devient père au foyer et mère au foyer, mais là c'est ton cas en tant qu'homme, c'est la rémunération. Comment est-ce que vous êtes organisé dans votre couple? Est-ce que vous avez dealé? Est-ce que ben non, tu gagnes, il y avait rien parce que ça a un impact sur ta vie future, sur la retraite, sur plein de choses. Comment est-ce que vous avez géré ça avec ta femme? Ouais, bah en fait, c'est vrai que c'est une vraie question. Et moi, j'ai mis du temps à accepter que, pas parce que j'estimais que parce que j'étais un mec, je devais gagner du blé, c'était pas tellement ça. Mais par contre, ça me gênait de pas participer financièrement à mon foyer. J'étais gêné par ça. Et j'ai eu besoin que Léa me dise, mais en fait, moi, j'estime que ce que tu fais avec Gaspard, ça a une valeur financière qui nous met sur un plan d'égalité, enfin en tout cas d'équité entre moi ce que je représente pour le foyer financièrement et toi ce que tu représentes pour le foyer par d'autres méthodes que la thune, quoi. Et c'est vrai qu'à la base, de toute façon, moi j'étais parti pour des études de médecine. Donc on vivait que sur le salaire de Léa parce que c'est pas mon externat qui allait me payer quoi que ce soit. Et puis l'internat pas ouf non plus. Donc en fait on s'était dit il y a 10 ans encore avant que je gagne à peu près un salaire correct. Donc in fine le manque à gagner il y en avait pas pour nous parce qu'on vivait de toute façon sur ce que Léa gagnait. Mais par contre il y a un moment où tu te dis bah ouais la retraite, les cotisations, les trucs et tout. Et donc nous évidemment grâce au travail de Léa, moi j'avais pas d'alloc, j'avais rien. Enfin c'est ce qui est normal quoi. Enfin je veux dire voilà. Mais par contre c'est vrai que du coup ça me faisait réfléchir quand même sur et qu'est-ce que je fais plus tard parce qu'il y avait un moment où ça va s'arrêter. Et ça c'est une question que je suis encore en train de dealer dans ma tête parce que même là mon statut aujourd'hui il est un peu hybride, il est un peu nouveau et le fait de gagner de l'argent via les réseaux sociaux c'est pas hyper établi, on sait pas trop où on va non plus. C'est pour ça que j'ai prévu de faire plein d'autres trucs et dont des choses qui vont commencer l'année prochaine où j'ai envie de me former, j'ai envie de faire d'autres choses que les réseaux sociaux pour un peu évoluer aussi quoi. Donc ça a été une question centrale entre vous deux, ou comme tu savais que en tant que futur jeune médecin, il y avait cette période assez longue où l'argent allait rentrer de manière sporadique, vous étiez en accord avec ça parce que ouais, on était en accord. Vous avez pas décidé de la durée du fait que tu sois père au foyer. C'est pas on fait des 3 ans et après je retrouve ouais, le c'est travail. Ça. Donc comment est-ce que vous avez envisagé au fur et à mesure cette question en fait? En fait, on était en accord, donc on s'est dit ok, moi je vais gagner 0 thune et toi tu vas tout rapporter à la maison. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où je me suis dit peut-être qu'elle ça va être trop lourd, pas en termes de travail, d'horaire de travail, mais en termes de responsabilité, de se dire j'ai pas le droit de flancher parce que si je flanche demain on mange pas, demain on est en galère. Enfin voilà, c'est un peu dramatique, mais en vrai c'est des questionnements que tu te poses. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai dit est-ce que tu penses que il faudrait que je cherche une formation, que je cherche un truc pour trouver au moins des petits salaires, des petits trucs que je peux faire à côté. Et vraiment elle m'a dit non moi j'assure. Et vu qu'après quand Gaspard est rentré à l'école, moi je me suis lancé sur les réseaux, que j'ai commencé à pouvoir en dégager un petit peu d'argent, tout ça, moi je me suis senti plus à l'aise à ce moment-là. En fait on a fonctionné comme ça, mais je pense que moi j'étais un peu mal à l'aise, pas du fait de pas ramener de thunes vraiment, mais du fait que la responsabilité revienne sur Léa à 100%. Ça me gênait parce que, en fait, même si elle me disait, ça va, il y a pas de problème, c'est normal, toi tu fais autre chose et tout, elle m'a vachement rassuré là-dessus. J'arrivais pas à m'enlever de la tête que ça peut être trop lourd à un moment. Comme moi, ça a été trop lourd d'avoir 100% de Gaspard la journée. Je me disais, ça peut être un moment trop lourd pour elle. Et donc, il a fallu qu'on en discute très régulièrement pour que elle me dise, me confirme. Et tous les mois, il y avait un petit check-up. C'était, ça va, c'est bon, on continue. Et ça a été nécessaire pour moi. Et puis après, j'ai quand même été un petit peu soulagé, non pas parce que d'un coup je prenais le relais financièrement, loin de là, mais par contre parce que j'avais le sentiment de participer autrement aussi, quoi. Donc concrètement, ça se matérialise par un compte commun et tout ce que ramène Léa et pour la famille et pour toi. C'est ça. Je pense à cette question parce que c'est vrai que on parle beaucoup dans le sens inverse d'encourager les femmes à avoir une indépendance financière parce que en cas de séparation, de problème.
toi, dans ta construction d'homme, dépendre de l'argent d'une femme, c'est ultra minoritaire. Ça, Ouais, il y a très peu d'exemples, j'imagine, dans ton entourage ou même dans les médias, dans l'inconscient populaire. complètement. Tu l'as jamais vécu comme quelque chose de compliqué, au-delà d'avoir mis la pression financière sur elle, mais juste toi te dire, si j'ai envie d'acheter une fringue, c'est pas mon argent, c'est l'argent de Léa. Est-ce que c'est quelque Ouais. chose qui t'a touché, perturbé, ou vous étiez alignés par rapport à ça? Ça, au départ, ça a été le cas. Ça a été compliqué. Non pas parce que je me sentais moins viril ou quoi, mais vraiment parce que j'étais gêné de lui prendre sa thune, quoi. Vraiment, c'était ça. Et d'autant plus que Léa, elle a monté sa boîte à 16 ans. Elle a commencé à avoir de l'argent très rapidement. Après le bac, elle a rien fait d'études. Elle est partie sur son entreprise. Ça a très bien marché. Elle a été vraiment pionnière dans plein de trucs. Et à l'époque, nous, à 18 ans, moi, j'ai fait ma première année de médecine dans un petit studio, mais après, on s'est installés ensemble. Dès ma deuxième année, c'était elle qui payait le loyer, c'était elle qui payait les courses. Donc, ça a été plutôt à cette période-là où le fait de dépendre 100% de mon épouse, enfin de ma copine à l'époque en plus, c'était compliqué. Petit à petit, je m'y suis fait, en fait, je pense. Et j'ai accepté que c'était OK. Si c'était OK pour elle, c'était OK pour moi. Et j'ai eu besoin de lui demander tous les jours à peu près pendant 2 ans si c'était ok pour elle. Mais après, de base, moi, je suis pas hyper dépensier. J'ai la même voiture ma première voiture, c'est encore ma voiture. Je m'achète des fringues que quand je suis obligé. C'est-à-dire, là, c'était la première fois depuis 2-3 ans que je m'achetais des fringues. Et voilà, donc ça règle un peu le souci. Mais je pense que là, maintenant, le fait donc aujourd'hui, techniquement, on a notre compte commun où on met chacun un montant qui est pas le même d'ailleurs, qui est proportionnel à ce qu'on gagne. Donc, où moi, je mets moins que mon épouse. Et puis après, on a chacun nos comptes perso, où on met un petit pourcentage. Et ça, c'est le compte où, justement, on en profite pour faire les cadeaux aux autres, pour pas que ça se voit sur le compte commun, pour se faire des petits plaisirs aussi, si j'ai envie de m'acheter, je sais pas, un jeu de PS4, un bouquin, un truc, voilà. Et puis, on a le dernier compte, c'est le compte de Gasp, où là, on met une certaine somme tous les mois aussi pour lui plus tard, quoi. Mais maintenant c'est assez clair, mais au départ c'est un peu compliqué quand t'es un mec de dire là, si je veux demain me faire péter le nouveau Call of ou un truc comme ça va être compliqué parce que je vais devoir lui demander avant si je peux et tout. Mais elle est tellement pas prise de tête avec ça que elle me dit mais t'as pas besoin de me demander, en fait c'est notre argent. Et là aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est notre argent et je considère comme notre argent. Il n'y a pas du tout de ta thune, ma thune. Mais par contre, à l'époque, c'était compliqué, ouais. C'est un vrai enjeu parce que comme il n'y a pas d'aide assez conséquente de la part du gouvernement, on le sait, le congé parental est rémunéré moins de 400 € par mois, donc ça ne peut pas faire vivre toute une famille. C'est un enjeu financier, et comme tu dis, tu as eu le privilège de le faire parce que Léa gagnait largement assez d'argent pour subvenir à votre famille. Il y a aussi un gros frein financier pour les pères de devenir père au foyer parce que dans notre société, malheureusement, les femmes ils sont mieux souvent payés. moins Ah ouais. que vous, voilà, les hommes. C'est ça. Donc c'est un problème en plus, c'est un cercle vicieux puisque vous êtes encore moins encouragés à pouvoir le faire puisque financièrement la perte elle est trop importante. Donc c'est vrai que t'es un ovni dans ce monde, toi et Léa au final. Et tu le dis beaucoup dans le livre que vous avez toujours été différents, que vous avez toujours vécu une vie un peu marginale. Comment tu le vis aujourd'hui, ce statut d'être un peu différent et pionnier? C'est marrant parce que des fois je suis hyper fier de représenter ça. C'est comme quand je parle de vasectomie, quand je parle de plein de sujets où j'ai l'impression que les mecs de 27 ans, ils sont à des années-lumière de ça. J'ai le sentiment de fierté de me dire, je représente vraiment mes valeurs. En fait, parce que c'est surtout ça, quoi. Je suis fier de représenter les valeurs qui me portent et qui me guident. Il y a des moments où je suis vraiment cringe parce que je vois les gens qui ont mon âge, qui sont en train de finir la fac ou qui sont en train de commencer un taf. Et j'ai vraiment l'impression d'être à des années-lumière de pas au-dessus, du tout, mais vraiment, tu sais, qu'on a tellement pas le même quotidien qu'on va jamais arriver à se comprendre. Et c'est pour ça que ça fait vachement du bien. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est plus le cas peut-être que quand on avait 18-20 ans, d'avoir des gens de 27, 30 ans, un peu plus, qui sont vraiment hyper open et qui sont tout à fait bienveillants avec ça. Ça, c'était beaucoup plus rare quand t'as 15 ans, on s'est mis ensemble. Quand t'as 18 ans, on était toujours ensemble et que tous mes potes me disaient, mais tu vas vraiment connaître qu'une meuf dans ta vie, c'est trop chelou de faire ça. Enfin, tu devrais aller voir ailleurs un petit peu. Je dis, non, moi, je suis vraiment bien. Je vous rassure, tout va bien. Quand t'as 20 ans, on s'est marié. Quand t'as 21 ans, on a eu Gaspard. Moi, quand t'as 25 ans, j'ai dit, vas-y, je vais faire une vasectomie, je veux plus d'enfants, lâchez-moi. Enfin, t'as toujours l'impression d'être un peu à part. Mais ça veut pas dire que tu te sens moins bien ou mieux, ça veut juste dire que c'est plus difficile
de trouver des points communs avec d'autres personnes et de pouvoir te faire des potes, de pouvoir avoir un peu un quotidien similaire avec des gens autour de toi, quoi. Donc c'est pour ça que tu as voulu documenter ce que c'était de devenir père au foyer sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça t'a créé du lien social et tu as pu toucher d'autres gens qui un peu sont dans le même mode de vie que toi. En revanche, tu parles beaucoup des effets délétères, difficiles des réseaux sociaux. Ça représente quoi d'être un père au foyer qui défend ouvertement l'éducation respectueuse des enfants, l'égalité femmes-hommes? Tu prends quoi comme remarque quand tu viens? En gros, ça veut dire que je suis un punching ball géant, moi. C'est allez-y, c'est open. Vous pouvez y aller parce qu'en fait, il y a sur les réseaux, il y a un problème vraiment. Et moi, je pense qu'à un moment, il va falloir collectivement qu'on y réfléchisse et qu'on fasse autrement parce que moi, j'arrive à gérer, mais je sais que c'est destructeur pour beaucoup, d'autant plus pour les jeunes quand au bahut ils se font harceler, quand ils se font insulter. Moi, je savais, en le faisant, je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule. Des fois, c'est trop. Des fois, j'ai besoin de couper 2-3 jours parce que là, le livre, il est sorti. Il y a quelques trucs où j'ai dit, ouais, vraiment, là, c'est dur. Franchement. Mais après, je pense que... C'est quoi qui... Là, tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur la vasectomie avec un média. Et c'est un média qui est pas hyper habitué à ce qu'il y ait des mecs qui parlent de vasectomie dessus, je pense. Et donc, l'audimat de ce média-là était pas prêt à ça. Moi, je suis très content d'avoir pu choquer un peu, mais en même temps, le soir, tu vas te coucher, t'es pas hyper bien quand tu as lu, parce que tu fais la connerie de lire, parce que tu peux pas t'en empêcher, les 300 commentaires injurieux et pas cool du tout. Donc voilà, c'est toujours, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que c'est une vie super de vivre des réseaux sociaux, et il y a plein de choses qui me sont permises grâce à ça, que j'aurais jamais pu imaginer, rencontrer des gens, des femmes et des hommes hyper intéressants, hyper compétents, m'enrichir personnellement sur toutes ces compétences-là, apprendre et représenter autre chose. Par contre, t'en prends aussi plein la gueule. Et voilà, c'est pas normal parce qu'on devrait pas se dire, ouais, c'est le prix à payer, c'est normal. On devrait juste se dire, non, il faut qu'on fasse quelque chose pour que au moins les gens se rendent compte de la violence de leurs propos parfois. Et de toute façon, pour moi, c'est assez représentatif de la violence en général dans la société. Et pour moi, et ça c'est une lecture un peu peut-être plus personnelle, mais pour moi ça part vraiment de la violence dans l'éducation. Parce que moi ça m'est jamais venu à l'idée d'insulter quelqu'un que je vois sur mon fil d'actualité Instagram, tout simplement parce que j'étais pas d'accord avec lui. Et Dieu sait qu'il y a des gens avec qui je suis vraiment pas d'accord sur les réseaux. Mais on peut toujours discuter, on peut toujours débattre. Par contre, je ne comprends pas, et c'est ça qui est difficile, je ne comprends pas la violence gratuite. Je n'arrive pas à m'imaginer, parce que j'ai pas été élevé comme ça, qu'on puisse, de façon anonyme et gratuite, insulter, vouloir faire du mal à l'autre. Alors j'ai de la peine pour les gens, tu vois, parce que je me dis, putain, mais ça doit être ouf leur vie, à ces gens. Tu vois, t'es à 22h, t'es père de famille, mère de famille, tu vois un réel d'un jeune qui essaye de dire, peut-être que c'est bien si on tape pas les enfants ou si on les force pas à faire des bisous, et je vais me mettre à lui dire les pires insultes de l'univers. Je me dis, c'est quoi ta vie? Tu vois, ça doit être une vie très malheureuse. Donc j'essaye de le retourner comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est compliqué de parler d'éducation sur les réseaux sociaux. C'est un sujet ultra sensible, qui est très clivant, il y a peu de nuances. Est-ce que ta posture, elle a évolué au fur et à mesure des années? Est-ce que, tu vois, tu le disais, on peut aller dans l'extrême dans notre parentalité, puis après un peu revenir. Sûr. Est-ce que tu sens ça, cette évolution, ou oui. Comment est-ce que tu le vis? Oui, complètement. En fait, je l'ai senti à titre individuel et à titre entre guillemets professionnel sur les réseaux. C'est-à-dire que au départ, et c'est comme toute démarche, j'ai envie de dire toute démarche politique, philosophique, au départ quand tu découvres quelque chose, t'as vraiment envie d'y être à 300%. T'as l'impression que tu découvres un nouveau monde et t'as envie d'aller à fond dedans, de vivre l'expérience à fond et de vraiment, et en fait juste il y a pas tout qui est bon à prendre. Et ça, c'est un truc que tu apprends par l'expérience. Donc quand tu découvres, tu prends tout, tu dis c'est génial. Moi, j'avais fait un réel une fois où j'ai dit je ne dirai jamais non à mon fils. Alors évidemment, déjà à l'époque, j'avais bien compris que ça voulait dire en fait, on dit jamais non sans expliquer et voilà, on essaye de trouver une façon de dire non, tu peux pas faire ça parce que ou non, ça c'est pas possible parce que. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus manichéen entre les gens qui font pas d'efforts et qui sont violents avec leurs enfants et les gens géniaux qui respectent tous les préceptes de certains sur les réseaux. J'avais vraiment cette notion-là de la parentalité. Puis après, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire de taffer toute la journée parce que je parle beaucoup avec les gens sur mon compte.
Et je vois ce que ça veut dire d'avoir, quand t'as 10 minutes pour toi, quand tu rentres du taf, et que t'as 4 gosses, et que ton mari il en fout pas une à la maison, et que t'arrives et que t'es claqué, que tu dois faire à manger, que tu dois les coucher, les laver, faire les devoirs, machin et tout. C'est pas le même quotidien que quand t'es comme moi, que t'as le temps, que voilà. Donc il y a plein de choses à moduler. Et c'est ce que je dis souvent. Je dis en fait, on n'est jamais parfait. Et moi, d'accepter que je serais pas parfait avec mon fils, ça m'a permis aussi de comprendre que, en fait, l'éducation et ce que j'avais envie de prôner, c'était pas d'être parfait avec ses enfants, c'était juste de faire au mieux avec ce qu'on avait. Et on n'a pas tous pareil, on n'a pas tous la même disponibilité, la même attention disponible, et c'est beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas essayer. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à moduler. Et même moi, dans ma posture avec Gaspard, j'ai vachement modulé plein de trucs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des choses que... Il y a un exemple tout bête, c'est la fameuse liste des violences éducatives ordinaires. Quand il est né, Gaspard, j'avais un peu envie de choquer aussi ma famille et de mettre un peu les pieds dans le plat. J'ai imprimé une liste de choses qui étaient estimées être des violences éducatives ordinaires. Je l'ai collé sur mon frigo. Parce que ça a permis de discuter avec les gens et tout. Mais rétrospectivement, cette liste, elle est bullshit complet, parce qu'en fait, c'est tellement plus large que ça, ou alors il y a tellement de choses que j'ai fait dans cette liste, alors que pour moi, il y a aucune violence. Enfin voilà, il y a genre donner un surnom à son enfant. Sauf qu'en fait, quand tu réfléchis, donner des surnoms humiliants à son enfant parce que tu veux lui faire du mal et parce que tu veux lui flinguer son estime de lui-même, évidemment, c'est violent. Mais appeler Gaspard mon petit lutin, je suis pas sûr que dans 10 ans, il soit en mode « Ouais, mon père, il m'a appelé mon petit lutin une fois, c'était horrible !» Tu vois, et donc il y a plein de choses à moduler, mais ça veut pas dire que je renie le fondement. Et le fondement, c'est on peut pas traiter les enfants comme on tolérerait pas que nous, on nous traite en tant qu'adultes. Mais c'est le discours qui se perd sur les réseaux sociaux et qui est clivant et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de batailles qui sont néfastes parce que le fond du problème, c'est pas ça. C'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on évolue tous. Moi, je dis souvent, mais je pense que je suis pas d'accord avec moi-même de ce que j'ai pu dire il y a quelques années ou ce que j'ai dit il y a 2 mois. Parce que voilà, on est tout le temps en train d'évoluer. C'est pas simple parce on porte une voix et que les gens écoutent et que chacun doit faire la part de ce qu'il a envie de prendre ou pas prendre, et que des fois on est plus vindicatif sur certains sujets que d'autres. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité et que c'est pas toujours évident de s'y confronter parce qu'on part avec les bonnes intentions. C'est ça, on part avec les bonnes intentions, on a envie de bien faire. Et puis des fois, il y a des trucs qui m'animent et je m'emballe et je me rends compte après coup, je me dis ouais, c'est vrai que là, c'est peut-être un peu exagéré. Mais voilà, c'est compliqué, surtout quand t'es sur les réseaux, parce qu'il y a aussi un vrai truc, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un point de vue modéré sur les réseaux. Et on le voit même dans les médias tradis. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui d'avoir des gens qui prennent 20 minutes pour t'expliquer un point de vue modéré. Aujourd'hui, on préfère avoir quelqu'un qui va avoir un propos extrême pendant 2 minutes, voire 90 secondes, plutôt que quelqu'un qui va se poser, qui va te faire un truc de 20 minutes en t'expliquant ses arguments. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi, malheureusement, dans la parentalité positive, enfin dans cette mouvance-là, avec des gens qui racontent beaucoup de bêtises et qui sont dans cet extrême-là de la parentalité positive et qui ont rien compris, pour être honnête, et qui prônent des trucs miracles ou qui te vendent. De toute façon, moi je dis toujours, quand on commence à vouloir vous vendre une vie rêvée, un truc parfait qui va marcher du premier coup, c'est qu'on essaye de vous niquer quelque part. Et franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que s'il y a bien une position de vulnérabilité, c'est ce doute que t'as en tant que parent. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je m'occupe bien de mon enfant, quoi? Et de profiter de ça dans les deux sens, parce qu'il y a aussi bien sûr des zinzins qui proposent des solutions drastiquement opposées, et ça pour le coup c'est encore plus peut-être terrible, parce que eux ils le savent très bien. Quand tu dis qu'il faut enfermer son gosse dans sa chambre ou qu'il faut faire 2 heures de laisser pleurer un enfant avant qu'il comprenne par lui-même qu'il a fait une bêtise, c'est de la bêtise. Non, c'est même pas de la bêtise, c'est de la violence qui est sciemment orchestré, parce que tu défends un modèle de société aussi. Tu défends un modèle de société de domination d'une classe sur l'autre, d'un sexe sur l'autre, d'un genre sur l'autre. Enfin voilà, tu t'inscris complètement dans... Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être modéré, et c'est ce que j'essaye de faire, mais tous les jours en fait. Même moi, dans ma vie perso, j'essaye d'être modéré, alors que à la base, je suis plutôt un gars qui a des avis très arrêtés sur les choses, et c'est un vrai travail. Un sujet sur lequel vous avez un avis très arrêté, toi et Léa, c'est le fait d'avoir un seul enfant. Donc, ah oui, là... là, tu as subi une opération, donc la vasectomie, t'en parles longuement. Mais ma question, ça se porte plus sur est-ce que tu penses
qu'on peut développer une éducation respectueuse, bienveillante avec plusieurs enfants? Parce que si vous avez fait ce choix, vous savez que cette disponibilité, elle est rare. Alors, C'est que vous bien sûr. n'imaginez pas pouvoir le faire avec 2 enfants? Oui, on imagine. En fait, ça, c'est vraiment une réflexion personnelle. C'est-à-dire que là, vraiment, mon cas ne s'applique pas à n'importe qui. Moi, je sais que je n'aurais pas pu refaire ce que j'ai fait avec Gaspard avec un autre enfant en plus. Si ça arrivait entre-temps, tu vois, avant que je fasse ma vasectomie, si Léa avait eu un autre... si elle était tombée enceinte, on aurait eu un bébé, évidemment, et voilà, ça aurait été cool aussi. Mais à choisir, je préfère choisir de n'avoir qu'un enfant et m'en occuper comme je veux, plutôt que d'essayer de jongler et de galérer, et en plus de mettre, encore une fois, entre guillemets, tu vois, ma vie perso pendant longtemps. Sachant que, évidemment, je regrette pas du tout le temps que j'ai passé avec mon fils. Pour moi, ça a été hyper enrichissant. Et je pense pour lui aussi un petit peu, j'espère. Mais en tout cas, avec un deuxième enfant, j'aurais jamais pu le faire. En termes de disponibilité affective, émotionnelle, financière, de temps... Enfin voilà, j'aurais pas pu le faire, et surtout, vraiment fondamentalement, j'en avais pas envie. Tous les scénarios de ma vie où je m'imagine plus tard, et souvent les gens ils me disent ça, ils me disent ouais mais tu fais quoi? Alors il y a même quelqu'un, parce qu'il y a des gens ils sont assez détentes, ils me disent tu fais quoi si demain tu divorces avec Léa et que tu rencontres quelqu'un d'autre dans 10 ans et que vous avez envie d'un autre enfant? Il y a des gens qui me disent tu fais quoi si demain toute ta famille se fait écraser sur la route? Je dis bah déjà je pense mon idée c'est pas de refonder une famille tout de suite, mais dans tous les scénarios que j'imagine à 10 ans, 20 ans, 30 ans, je me vois pas avec d'autres enfants. Et ça, très tôt, même déjà, dès qu'on a eu Gaspard, en fait, je me disais, bah voilà, ça me va bien. Pourtant, moi, j'ai eu 3 frères, on était 4 frères à la maison. Enfin, j'ai toujours vécu dans ce truc de famille nombreuse. Et quand j'étais jeune, je me voyais avec une famille nombreuse. Mais en fait, je pense qu'on peut tout à fait avoir une posture bienveillante et respectueuse avec son enfant, avec plein d'enfants. J'en connais qui le font et il y a aucun, je pense juste que ça demande beaucoup plus d'énergie. Et juste, je me sens pas capable de le faire et j'en ai pas envie. Après, c'est un choix que certains vont trouver un peu égoïste. Mais en même temps, moi, je suis très à l'aise avec ce choix-là parce que je me dis, la disponibilité que je gagne en faisant ce choix-là, je peux la mettre aussi au service d'autres choses, d'autres causes qui me tiennent à cœur et faire avancer aussi le sujet de la parentalité autrement que à mon échelle individuelle. Donc, pour moi, c'est assez important aussi de dire, bah, c'est un choix qui permet aussi de me donner d'autres perspectives, que ce soit professionnelles ou personnelles ou même sportives, qui m'auraient pas été possibles avec plusieurs enfants. En tout cas, j'aurais été beaucoup plus en difficulté. Et vu que j'avais envie, si j'avais eu d'autres enfants, j'aurais vraiment eu envie de faire la même chose et de donner la même énergie. J'aurais pas pu. Donc voilà. Donc la solution c'était la vasectomie parce que c'était le plus simple pour moi. Du moment où tu dis je veux plus d'enfants, autant passer en vasectomie, tu vois. C'est plus tranquille. J'aimerais bien qu'on parle, pour terminer cet épisode, de ce sujet, parce que c'est, pour moi, j'arrive pas à comprendre à quel point c'est un sujet touchy, mais apparemment ça l'est. Ah ouais, ça l'est, ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer la réticence que tu perçois quand t'en parles, quand tu expliques que tu as fait ce choix-là? Donc, on le rappelle, la vasectomie, c'est une opération mineure, mais qui ferme les canaux déférents. Et donc, il n'y a plus de spermatozoïdes qui passent. Exactement. Donc, normalement, plus de possibilité de tomber enceinte pour le partenaire en face. Donc, ça touche pas à quelque chose de viril, mais en fait, si, dans l'inconscient, oui. Ah bah, complètement. En fait... La vasectomie, c'est un sujet hyper tabou, particulièrement en France, hein, parce qu'il faut savoir, au Royaume-Uni, c'est 25% des hommes qui ont déjà des enfants. Hein. 25%, nous on est allez, maintenant, on doit être à peut-être 3%. Mais encore, je pense pas, on doit être à 1 ou 2%. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc on touche au sacro-saint pénis des hommes. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. C'est-à-dire que le fait d'altérer cet organe qui est, aux yeux de beaucoup encore, l'organe suprême de la puissance et du pouvoir. Et il suffit de regarder tout ce qui représente le pouvoir dans notre société pour comprendre qu'il y a quand même un lien assez évident, que ce soit dans les gros muscles, dans les gros garçons, et puis tout ce que peuvent faire les hommes. On voit bien que ce symbole-là, il est encore hyper présent. Et en fait, le fait de l'altérer, de toucher à ce truc fondamental, je pense que c'est impensable pour des mecs encore en France, particulièrement parce que on est quand même dans un pays encore, je sais pas, très psychanalytique, enfin il y a plein de choses. Je pense qu'on a vraiment cet inconscient patriarcal
beaucoup plus fort que dans d'autres pays. Et je saurais pas l'expliquer, je suis pas un expert, et je pense qu'il y a des femmes et des hommes qui sont beaucoup plus pertinents que moi là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'en ai parlé, c'est très symptomatique. Les premières questions que les gens me posent, c'est est-ce que mon érection sera modifiée si je le fais? Et est-ce que je pourrai toujours avoir une éjaculation? C'est vraiment les deux premières choses qu'on me demande. C'est pas est-ce que ça fait mal, c'est pas à quel moment on peut reprendre les rapports sexuels, c'est même pas ça. C'est vraiment est-ce que je pourrais toujours avoir une érection et est-ce que je pourrais toujours avoir une éjaculation, c'est-à-dire en gros les deux signes visibles de la masculinité aux yeux du patriarcat. Et c'est assez frappant de se dire que tu résumes ta figure d'homme à ces deux choses-là. Tu vois. Donc encore une fois, pour rassurer les hommes, mais en même temps j'ai envie de leur dire, est-ce que c'est pas un peu inquiétant que ce soit vos premières préoccupations? Pour les rassurer, ça modifie en rien aucun caractère sexuel en fait, puisque c'est une opération qui est un blocage physique des spermatozoïdes, c'est pas un blocage hormonal. Donc en fait, il y a aucune modification de la testostérone, il y a aucune modification physique du pénis, il y a aucune, enfin voilà, il y a rien. Et ce que je me tiens à dire, ça ne change rien pour vous. Donc allez-y si vous avez envie de plus avoir d'enfants, c'est la meilleure des méthodes. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec ça en France, c'est un truc de malade quoi. Et même on voit la réticence des chirurgiens à opérer les gens. Enfin moi j'ai eu de la chance, je suis arrivé, j'ai pris un truc sur Doctolib, chirurgien uro chez moi. Le gars, je lui dis bonjour, je veux faire une vasectomie. Il dit vous avez déjà des enfants? Je dis ouais, un. Il me dit vous en voulez d'autres? Je dis non. Il dit ok, bah vous avez un délai de réflexion et après on se retrouve et on le fait. Et moi j'étais là genre ok, trop bien. Et quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, je vois il y a des mecs de mon âge, même plus âgés que moi, qui ont 3, 4, 5 refus. Et alors sans parler des femmes qui veulent faire des ligatures des trompes. Parce que alors là, pour le coup, t'as des années d'attente parfois pour trouver quelqu'un qui accepte de le faire, comme si tu sais on avait le droit de t'empêcher de faire un truc que tu veux faire avec ton propre corps quoi. Bienvenue dans le monde des femmes. Bah ouais mais c'est terrible franchement. Et puis moi j'ai même une femme qui m'a dit moi le chirurgien il a demandé une autorisation écrite de mon mari pour faire une ligature des trompes. Je sais genre je sais pas, appelle la police, brûle son cabinet, enfin je sais pas, ça m'a rendu fou. Moi personne m'a jamais demandé, mais le mec m'a même pas demandé si j'étais toujours avec Léa. Il a dit ok, vas-y, moi tu sais, je suis payé à l'acte, je m'en fous. Hein. Je préfère à la limite cette approche-là où tu dis bah voilà, moi chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, il m'a quand même conseillé de faire, et ça c'est peut-être important d'en parler quand on parle de vasectomie, de faire une conservation des gamètes, donc de spermatozoïdes quoi. Au cas où, il m'a dit franchement ça coûte 40 balles par mois de le faire conserver dans un centre d'études et de conservation. 40 balles par mois pour si jamais un jour t'as besoin, t'as envie, voilà. Au moins c'est fait et tu vois tu sais que t'as ça, donc je dis ouais bon allez vas-y si ça te rassure je le fais. C'est pas hyper fun à faire mais bon ça va quoi, il y a pire. Quand on a les moyens de pouvoir payer ça, c'est une solution franchement c'est de secours qui est importante, de savoir que ça existe en tout cas. Savoir que ça existe et puis que ça représente pas, enfin faut juste aller faire un prélèvement quoi. Donc c'est pas non plus. Enfin un prélèvement. Attention les garçons, je précise, un prélèvement, on vous insère pas d'aiguille ou quoi. Un prélèvement, c'est juste un terme pour dire une éjaculation, d'accord? Respirez. Vous tout seul. Il y a pas d'aiguille, hein. Bon, ma dernière question, c'est comment tu te définirais aujourd'hui? Père au foyer à mi-temps, comment est-ce que tu définis ton rôle au sein de la famille maintenant que ton fils a 6 ans, je crois? Ouais, il a 6 ans dans 10 jours à peu près. Donc je pense que aujourd'hui, je dirais, c'est une bonne question, tiens, je me la suis pas vraiment posée. Je pense que je dirais je suis un père. En fait, j'ai failli te dire un père impliqué, mais je trouve que c'est dommage de dire ça parce que je pense que quand on est un père, on devrait tous être impliqués. Donc je vais pas dire ça. Je vais dire je suis un père au foyer / pas au foyer. C'est horrible. Le gars te donne la pire des réponses. Non mais parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses à la maison, de tâches logistiques, administratives, des trucs voilà, c'est moi qui m'occupe du linge, de la cuisine, du ménage, de ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, je peux pas dire je suis père au foyer. Mon fils, il est à l'école de 9h à 16h30. Mes tâches, elles me prennent aller 1h et demie par jour. Après, je bosse. Donc, je suis un père. Je suis un père qui aime son fils et qui prend soin de sa famille. Voilà, on va dire ça, je pense, c'est bien. Et qui cherche sa deuxième voie de carrière. Et qui va se lancer sur une carrière et qui va tout déchirer et qui va se plaire là-dedans parce qu'il a besoin de ça aussi pour se satisfaire.
Ça me va comme réponse, tu vois. C'était pas une réponse. Je suis le roi de la réponse. Je suis le roi de la réponse longue. Je suis désolé, c'est terrible. Ça tombe bien, t'es dans un podcast, on a le temps. Ça va. Merci beaucoup, Samuel. C'était hyper intéressant d'avoir ton témoignage. On a besoin de plus de papas qui prennent la parole. Mais c'est intéressant de comprendre tout ton cheminement, la déconstruction et comment tu as envisagé ce rôle dans ces années 2020. Parce que c'est malheureusement encore minoritaire. Ouais. Mais il n'y a qu'en ayant des exemples qu'on peut donner envie. Donc merci à toi. C'est l'idée. Merci beaucoup et merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler en tout cas. Avec grand plaisir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.